Vous savez, je ne suis pas rousseauiste. Je vais vous faire cette confession-là. Je ne suis pas rousseauiste parce qu'il y a quand même un petit problème chez Rousseau. C'est que Rousseau, à la différence de ses illustres contemporains, que peuvent être Kant, Condorcet, Herder et quelques autres, Rousseau ne pense pas l'école. Rien que ça. Rien que ça. Rousseau ne pense pas l'école. Il écrit en 1762 Émile ou de l'éducation, il écrit la même année du contrat social, son traité sur l'apprentissage, son traité sur l'enseignement, et de l'autre côté, son traité politique, et il ne pense pas l'institution qui va articuler l'éducation et le politique. Émile et son précepteur Jean-Jacques dialoguent loin des noires mœurs de la ville. C'est à peu près la seule chose qui nous est dite au livre 1. En tout cas, dans une sorte de no man's land où rien n'est balisé, où rien n'est assigné. Rousseau, finalement, il n'a rien d'autre à nous proposer que la relation préceptorale, qui était déjà à l'honneur dans la tradition nobiliaire de son temps. Mais ne jetons pas trop vite Rousseau aux orties. Non, ne le jetons pas trop vite aux orties. Car sur la question de l'exemplarité de l'éducateur, je crois que Rousseau vise juste. Émile, livre 4, écoutez bien Rousseau. Une autre erreur que j'ai combattue, mais qui ne sortira jamais des petits esprits, on va laisser les petits esprits de côté, on n'y arrivera pas avec eux. Une autre erreur que j'ai combattue, mais qui ne sortira jamais des petits esprits, c'est d'affecter toujours la dignité magistrale, de vouloir passer pour un homme parfait dans l'esprit de votre disciple. Montrez vos faiblesses à votre élève, si vous voulez le guérir des siennes, qu'il voit en vous les mêmes combats, qu'il éprouve, qu'il apprenne à se vaincre à votre exemple. Je relis Rousseau, c'est tellement beau Rousseau. Une autre erreur que j'ai combattue, mais qui ne sortira jamais des petits esprits, c'est d'affecter toujours la dignité magistrale et de vouloir passer pour un homme parfait dans l'esprit de votre disciple. Montrez vos faiblesses à votre élève, si vous voulez le guérir des siennes, qu'il voit en vous les mêmes combats qu'il éprouve, qu'il apprenne à se vaincre à votre exemple. Ce que je crois comprendre de Rousseau, en le lisant, c'est que l'exemplarité n'est pas à penser du côté de la perfection, du côté d'une impossible perfection. Et d'ailleurs, on pourrait montrer que la perfection n'est pas éducative. Dieu, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ne serait pas un bon éducateur, finalement. Donc l'exemplarité du professeur n'est pas à chercher du côté de la perfection, de l'impossible perfection. Elle est à chercher du côté d'une fidélité silencieuse à quelques grands principes éthiques. Et je vais vous dire, c'est cette fidélité obstinée, c'est cette fidélité sans emphase qui rend un professeur respectable aux yeux de ses élèves. C'est cette fidélité obstinée, sans emphase, qui rend un éducateur, qui rend une mère, qui rend un père respectable aux yeux de ses enfants. Et donc, voyez-vous l'exemplarité professorale, et ce n'est pas un paradoxe de dire ça, c'est une exemplarité ordinaire, finalement. Elle ne demande à personne d'être un surhomme ou une surfemme. Tout professeur peut raisonnablement souscrire à cette conception non héroïque de l'exemplarité. Et voyez-vous, la fidélité à des principes éthiques. La fidélité à des principes qui ne sont pas de l'ordre de la force, et des principes éthiques ne sont pas de l'ordre de la force. La philosophe Simone Weil, la philosophe, je ne parle pas de la dame politique, appelle cela sainteté. En ce sens donc, il peut y avoir de la sainteté au cœur de l'école laïque, oui. Elle n'est pas à chercher dans un dévouement sans faille et sans fin, dans une vocation exacerbée. Elle est à chercher dans une fidélité silencieuse à quelques principes éthiques, à quelques grands principes éthiques. Mais la morale, l'éthique du professeur, qui n'est pas l'éthique du héros, vous l'avez vu, qui n'est même pas l'éthique du saint, et loin de là, elle n'en est pas pour autant toujours fragile et vacillante. Parce que, vous le savez déjà, il y a dans le métier de professeur quelque chose qui est de l'ordre de Sisyphe. Faire, refaire, encore refaire,
toujours refaire l'usure du même. Ne mésestimons pas ce défi, qui d'une autre manière est le défi du temps, tenir, durer, rester fidèle à quelques grands principes. Et voyez-vous, pour relever ce défi du temps, pour se maintenir dans une forme de constance éthique, un professeur peut prendre appui sur le comportement respectable d'une très grande majorité de collègues. Mais il doit aussi pouvoir prendre appui sur un cadre déontologique clair. Toute profession a une déontologie. Toute profession a une déontologie. Mais ce n'est pas toujours très clairement explicité. Ou parfois, disons-le, c'est ce qui regarde le métier d'enseignant, cette déontologie est dispersée, ventilée dans une pluralité de textes. C'est donc pour cette raison que je milite, pour ma part, depuis quelques années déjà, pour une charte publique de déontologie des professeurs. Mieux, je milite pour une entrée solennelle dans le métier. Ce que l'on pourrait appeler le serment de Socrate. Parce que ce n'est pas chose de peu que d'être un professeur de l'école de la République. Alors, déontologie. Il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de confusion autour de cette idée de déontologie. Certains y voient un instrument de contrôle des professeurs, de caporalisation, de mise au pas. C'est dire, chers amis, si nous partons de loin sur cette question. Et je dois vous dire qu'en ouvrant ce débat sur la déontologie professorale dans le milieu des années 2000, j'ai eu à peu près le même sentiment que lorsque j'ai ouvert dans le milieu des années 90 le débat sur la question de la sanction. Le sentiment de tenir des propos incongrus, comme si ce que je disais avait quelque chose de surréaliste. Alors, bien évidemment, j'ai bien conscience que la prolifération des codes de bonne conduite, des listings de tu dois et de il faut, des chartes en tout genre, notamment dans le monde du business, il faut bien le reconnaître, à l'initiative des employeurs, des donneurs d'ordre, des patrons, pour faire simple et court, avec le souci avoué, de contrôler les salariés, que cette situation déforme, obscurcit et pour tout dire, pollue la belle idée déontologique. Rappelons qu'une déontologie professionnelle, c'est tout simplement un ensemble de normes et de recommandations que les professionnels se donnent pour accomplir leurs tâches, leur mission, de la meilleure manière qui soit. C'est cela une déontologie. Un ensemble de normes et de recommandations que des professionnels se donnent pour mener leur mission de la meilleure manière qui soit. Il n'y a donc rien de plus étranger à l'idée déontologique que l'idée d'un cadre qui serait dans une sorte d'apesanteur sociopolitique et qui d'un pur dehors viendrait organiser, standardiser, homogénéiser des pratiques professionnelles. Il n'y a rien de plus étranger à l'idée déontologique que cette idée d'un cadre qui serait dans les limbes et qui d'un pur dehors viendrait normer, normaliser des pratiques professionnelles. Mais je crois, voyez-vous, qu'on comprend ce qu'est une déontologie professionnelle, que si on complète la définition que j'ai donnée, qui est laconique, qui est sèche, mais toutes les définitions sont un peu sèches et un peu laconiques. Les définitions ont pour intérêt de cristalliser du sens, mais elles ne parlent pas toujours beaucoup, les définitions. Il faut un peu les déplier, ces définitions-là. Et je propose, pour que nous comprenions bien ce qu'est une déontologie professionnelle, de compléter cette définition qui est un petit peu laconique par une réflexion sur les fonctions. Ouais, à quoi ça sert une déontologie professionnelle? Ouais, à quoi ça sert? Quelle fonction remplit une déontologie professionnelle? Quelle grande fonction remplit une déontologie professionnelle? Voyez-vous, elle remplit 3 grandes fonctions, une déontologie professionnelle. Tout d'abord, elle a une fonction identitaire. C'est-à-dire que c'est toujours un texte qui, in fine, tente de répondre à la question quid, qu'est-ce? Qu'est-ce que bâtir pour un architecte? Qu'est-ce que prodiguer des soins pour un médecin? Qu'est-ce que soigner
pour un médecin? Qu'est-ce que bâtir pour un architecte? Qu'est-ce qu'informer pour un journaliste? Qu'est-ce que défendre pour un avocat? Qu'est-ce qu'enseigner aujourd'hui dans une société de la connaissance? Qu'est-ce qu'enseigner aujourd'hui dans l'école de la République? Vous voyez, il n'y a pas de réflexion déontologique qui soit séparée et séparable d'une réflexion sur ce qu'enseigner veut dire. Une déontologie participe donc à la définition d'une identité professionnelle. Et donc elle est beaucoup plus large que l'éthique, que la question éthique. Certains disent qu'une déontologie, c'est une éthique écrite. Non, non, c'est beaucoup plus large qu'une déontologie, qu'une éthique, qu'une morale, puisque ça participe à la définition d'une identité professionnelle. Une déontologie, c'est plus ample qu'une éthique professionnelle. Ce n'est pas la simple écriture, la simple codification d'une éthique professionnelle. Et puis la deuxième grande fonction, c'est qu'elle est là pour faciliter l'engagement collectif. Une déontologie, elle apporte des points de repère, elle apporte des balises pour faciliter la décision, pour faciliter l'engagement dans l'action. Elle est là pour faciliter la décision, notamment dans des contextes de travail qui sont difficiles, qui sont brouillés. Elle n'a donc pas vocation, une déontologie, à être bavarde et à parler de tous les aspects, les 1001 aspects d'un métier. Non, elle est là pour faciliter la décision et faciliter l'engagement. Et donc, établir une déontologie, c'est vrai que c'est expliciter quelques pratiques. C'est, pour parler comme Bourdieu, un travail de mise en ordre symbolique d'une pratique professionnelle. Et c'est en ce sens que j'ai pu dire, pour ma part, qu'une déontologie, c'est une sorte de sagesse collective qui est issue des débats qui ne cessent de traverser ou de travailler une profession. Et puis la troisième grande fonction, c'est qu'elle est là pour moraliser les pratiques professionnelles. Et là, nous retrouvons l'éthique, chers amis. Et là, nous retrouvons l'éthique. Oui, une déontologie est aussi là pour moraliser des pratiques professionnelles. Il y a des pratiques douteuses, illégitimes, inacceptables, et d'autres qui sont recommandables. Il y a des pratiques qui sont acceptables, d'autres qui sont contraires à la dignité, à l'honneur professoral. Et donc, une déontologie énonce, à côté de ces normes professionnelles, quelques normes morales. Et précisément, c'est dans le fait qu'elle énonce quelques normes morales, dans cette partie éthique qui la constitue, qu'elle est un point d'appui pour soutenir l'autonomie morale d'un professeur. Et je voudrais ajouter que dans le moment même où une déontologie apparaît comme une ressource qui est mobilisable par les professionnels pour décider, pour s'engager, elle participe à réaffirmer l'unité d'une profession. Oui, une déontologie réactive le sentiment d'appartenance des professionnels à un corps professionnel. Et au-delà de cette réactivation du sentiment d'appartenance, elle travaille à réaffirmer l'unité d'une profession autour de quelques grands principes annoncés, autour de quelques grands principes énoncés et partagés. Alors je voudrais terminer par un ultime point. Quelle forme pourrait avoir cette déontologie professionnelle? Je défends la thèse d'une déontologie minimale, d'un minimalisme déontologique, ce qui n'a rien à voir avec le minimalisme moral du regretté Ruvén-Augien. On pourrait dire, si on veut faire un lien avec ce qui fait que je fais glisser le minimalisme de l'éthique à la déontologie, mais le minimalisme que je défends n'a rien à voir avec le minimalisme moral de Ruvén-Augien. Ce minimalisme déontologique obéirait à trois principes, vous voyez. Le premier, un nombre restreint de normes et de recommandations. Pas trop de normes, pas trop de recommandations. Un principe de sobriété normative. Pas trop de normes, pas trop de recommandations. Ce qui n'a rien à voir, mon principe là, de sobriété normative, avec le principe de parcimonie normative. Il existe en philosophie morale un principe dit de parcimonie normative. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il veut dire, et puis la distinction, c'est pour ça que j'introduis le terme de sobriété normative. Et vous allez voir que si on prend le temps de dénouer les nœuds du langage, tout est accessible, tout est accessible.
Ce que l'on appelle en philosophie morale la parcimonie normative est déduite d'une affirmation de Kant selon laquelle il est inutile et sottise, qu'il est inutile et sot d'obliger les gens à faire ce qu'ils aiment faire. Ouais, ce qu'ils aiment faire, généralement, ils vont essayer de le faire. De même qu'il est inutile et sot d'obliger les gens, ou plutôt là, de ne pas faire, d'interdire aux gens de faire ce qu'ils n'aiment pas faire, ou pire encore, ce qu'ils ne peuvent même pas faire. Oui, leur interdire de faire ce qu'ils n'aiment pas faire, c'est pas très utile. Généralement, ils s'arrangent pour ne pas le faire. Et puis, évidemment, leur interdire de faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire, vous voyez que c'est le comble des normes inutiles. Et d'ailleurs, il y a un sketch d'une autre époque pour beaucoup d'entre vous, mais je vous engage à l'écouter, de Poiré et Serrault, qui est une illustration magnifique de la question des normes inutiles, dans un petit sketch qui s'appelle « Le permis de conduire un orchestre ». Et donc Michel Serrault est un grand chef d'orchestre, et Jean Poiré est un journaliste spécialisé sur les questions de musique, et donc qui interviewe Serrault. Et vous avez Serrault qui, à un moment, dit « Dans mon orchestre, il est absolument interdit de faire du hautbois et de fumer en même temps. C'est absolument interdit dans mon orchestre. » Et Jean Poiré le regarde. Faire du hautbois et fumer en même temps, c'est difficile, c'est même impossible. Et il y a Serrault qui répond « C'est pas la question, je vous dis que c'est interdit. » Voilà, vous voyez, de l'art d'interdire des choses qu'on ne peut pas faire, c'est l'art des normes inutiles. Alors que mon principe, le principe de sobriété normative, ne fait pas la chasse aux normes inutiles, il fait la chasse à l'excès de normes. Ce qui est à son fondement, ce n'est pas une raison logique, c'est une raison pratique. C'est que trop de normes rendraient la déontologie peu maniable, elle rendrait la déontologie peu efficace. La sobriété, c'est une question d'efficacité. Deuxième principe, c'est qu'une déontologie doit enfermer aucune obligation extravagante. C'est-à-dire que des recommandations, que des obligations, que des normes qui peuvent être reconnues et endossées par les membres de la profession. Ce qui est en jeu ici, vous voyez, c'est la stabilité, qui n'est pas une vertu des personnes, la stabilité, mais des dispositifs, des systèmes. Oui, c'est une vertu des dispositifs et des systèmes. Elle occupe, la stabilité, une place majeure chez un grand philosophe américain qui s'appelle John Rawls, qui est mort en 2002, qui est sans doute le plus grand philosophe américain du XXe. En tout cas, c'est le plus grand philosophe spécialisé en philosophie politique. Et je crois qu'au XXe, avec Hannah Arendt, la grande philosophe allemande naturalisée américaine, ce sont les deux grands ténors de la philosophie politique. Et voilà ce que dit Rawls. Des institutions justes sont dites stables lorsqu'elles font facilement l'objet d'un consensus et lorsqu'elles permettent d'acquérir un sens suffisant de la justice. Des institutions justes sont dites stables lorsqu'elles font facilement l'objet d'un consensus et lorsqu'elles permettent d'acquérir un sens suffisant de la justice. Ouais, acquérir un sens suffisant du métier. Une déontologie ne nous dit pas que les professeurs vont être des saints. Elle nous dit simplement, et c'est déjà beaucoup, qu'ils seront suffisamment professionnels et suffisamment moraux dans leurs tâches. Dernier point, et je conclurai d'un mot, dernier principe, une déontologie professionnelle doit faire silence sur la figure d'un prétendu professeur idéal. Oui, elle doit faire silence sur cette idée d'un professeur idéal. Les déontologies modernes sont structurées à partir d'un silence, à partir d'un lieu vide. Et c'est un silence essentiel. C'est un silence essentiel. Car toute déontologie enseignante qui se risquerait à faire le portrait d'un professeur idéal, non seulement contredirait l'évidence que l'idéal peut prendre plusieurs formes, mais surtout, elle empêcherait de promouvoir
des pratiques fiables, des pratiques ordinaires. Lâchons la formule, même si elle est polémique, des bonnes pratiques. Car dans l'enseignement, comme dans tous les autres professions et métiers, il y a des bonnes pratiques. On ne voit vraiment pas pourquoi, intellectuellement, ce métier serait le seul à faire exception. Non, il y a des bonnes pratiques dans le métier d'enseignant, comme dans tous les autres métiers. Comme dans tous les autres métiers. Et d'ailleurs, c'est ça un professionnel. C'est celui qui sait mettre en œuvre la bonne pratique au bon moment, au moment opportun. Voilà mes 3 principes. Un principe de sobriété normative, pas trop de normes, pas trop de recommandations. Un principe de stabilité, des normes qui peuvent être raisonnablement endossées par toutes et par tous. Et un principe d'abstention, silence sur un prétendu portrait du professeur idéal. Voilà, j'ai essayé de vous montrer que l'éthique n'est pas un supplément d'âme, qu'elle est au cœur de ce métier de professeur. J'ai essayé de vous montrer un petit parcours qui, de l'estime de soi de l'élève, passait à l'éthique enseignante, de l'éthique enseignante à la déontologie de la profession. Si nous avions encore un peu de temps, il faudrait passer de la déontologie de la profession à la confiance en l'institution. Car, voyez-vous, sans confiance, rien n'est vraiment possible. Voilà, merci, je m'arrête là.